Bonsoir à tous. Emmanuel Sciarra, je me présente rapidement. Je suis un lead data ingé spécialiste en GCP. J'ai une vie un peu particulière, un profil un peu éparpillé. J'étais au départ un développeur archi en Java et J2E quand ça sortait, et dans les années 2000. Et j'ai essayé de partir de l'informatique, donc j'ai fait de l'orga, j'ai fait tout ce qui était développement organisationnel, développement d'équipe, etc. À l'étranger pendant 10 ans. Je suis revenu, je me suis fait un gros contre-choc culturel. J'ai essayé de revenir un peu dans le monde de l'informatique, et je suis devenu un agiliste, un coach agile. Donc je me suis occupé de tout ce qui était transformation, dynamique d'équipe, etc. J'ai parlé avec des PO, des développeurs, des équipes. Et en 2018, j'étais assez frustré du fait qu'on ne délivrait pas des choses en prod, et malgré un super process agile qui marchait très bien. Donc, j'étais avant vu comme le coach agile bizarre qui codait. Et comme j'avais jamais lâché le code, j'ai repris le créneau avec tout ce qui était donné sur du GCP. Et aujourd'hui, je vais vous présenter des avancées sur l'utilisation des codes d'agents, des agents de codage, des coding agents. Euh, Tout ce qui était la partie où ça a explosé, comme vous, j'ai eu une explosion cognitive avec toutes les informations, toutes les nouvelles qui arrivaient, les choses qui changeaient tous les 3 mois, etc. Je sais pas vous, mais moi, je travaille pas souvent sur du code complètement nouveau, sur du greenfield. Je bosse surtout sur du legacy. Et ayant des velléités un peu de craftsmanship, ce genre de choses-là, je voyais ça un peu de loin, jusqu'au jour où il y a des choses qui sont sorties où des gens faisaient vraiment du travail sur du legacy et des bases de code complexes. Et vu que c'est ce qui m'intéresse, du coup, j'ai commencé à regarder ça. Et je vais vous parler un peu de comment ils arrivent à bosser sur du code complexe. Alors, un disclaimer, c'est en anglais. Je suis désolé, j'ai pas eu le temps de la traduire en français. Deuxième disclaimer, c'était une présentation de 45 minutes que j'ai réduit à 20, donc ça va booster, même si j'ai enlevé la moitié des slides. Et troisième disclaimer, j'ai repris pas mal des présentations qui avaient été faites, notamment à AI Engineer Fair par Dex Sorti et d'autres, mais je mets à chaque fois la source de mes slides. Voilà. Donc, ce qui m'intéressait, c'est de partager un contenu. Mais j'espère que ça vous intéressera. Donc, vibe coding, tout ce qui est code agentique, la promesse qui a été pas tenue et qui a été démasquée par alors je ne sais plus son prénom, j'ai oublié. Yegor Denisov, qui a fait présenter à l'AI Engineering World Fair en juin, je crois que c'était l'année dernière, une étude qui avait été faite par Stanford sur 100 000 développeurs, qu'il a représenté ensuite en novembre, avec 120 ou 150 000 développeurs, dans laquelle il montrait que l'utilisation des codes agentiques, en fait, le gain de productivité n'était pas aussi clair que ça. Et notamment, là, c'est un graphe très intéressant sur l'un des participants à cette étude où on voyait que tout ce qui est en orange, c'est en fait le travail à refaire sur du code qui a été généré. Donc, quand ils sont plongés dans les chiffres, ils se sont rendus compte que là, vous avez sur la gauche tout ce qui était du greenfield. Donc, quand la complexité n'était pas très élevée, la partie verte en haut, oui, on avait beaucoup de gains de productivité. Quand c'était complexe, un peu moins. Mais surtout, quand c'était pour le legacy, vous voyez, en bas à droite, parfois, c'était même contre-productif. Donc, les agents s'en sortaient pas. Le développement, en fait, on allait moins vite avec des agents de code que sans. Jusqu'à ce qu'il y ait des partages d'expériences qui ont émergé pendant l'été 2025, en août. Et en particulier, Dex Sorti, qui a fait tout un retour d'expérience sur comment utiliser des agents de code sur des bases de code complexes. Et lui-même avait parlé de context engineering, et ensuite il a refait une présentation, et là c'était en novembre, donc c'est vraiment il n'y a pas longtemps, où il a parlé de context engineering, de harness engineering. Quel était le but? Et après, je vais reparler un peu de ce que c'est qu'un context engineering et de harness engineering. Le but, c'était d'utiliser l'IA, mais qui
travaille bien sur du legacy, donc de brownfield, comparé à le greenfield. De travailler sur des problèmes complexes, pas de slop, comme il dit. Le slop, c'est de la boue, en fait, c'est du caca. C'est des trucs la génération de code, comme vous l'avez vu la plupart du temps au départ, où ils génèrent plein de trucs qui sont vraiment pas beaux. Et comment est-ce qu'on fait pour gérer les revues de code? Parce que la quantité de code est juste énorme, et du coup, comment est-ce qu'on fait pour revoir du code généré par l'IA dans des quantités astronomiques? Donc, je vais aller en 4 phases dans ce talk. La première, c'est parler un peu de context engineering et de harness engineering, les principes et les outils. Ensuite, parler du workflow avancé que Dexorti avait mis en place pour pouvoir travailler sur du code complexe, de vérifier par rapport à la liste de buts que je vous ai montré au départ, est-ce que ça marchait et comment. Et ensuite, comment est-ce que je fais pour apprendre à utiliser les agents de code sur des bases de code complexes, et qu'est-ce qui est pressenti de ce qui va arriver après. Donc, quand on parle de contexte et harness engineering principles, je vous présente Dory. Pourquoi Dory? Bonne représentation du LLM, parce que le LLM n'ont pas d'état. Donc, ils n'ont pas de mémoire, ils n'ont rien d'autre que ce qu'on va leur donner à l'instant T. Donc, on leur envoie quelque chose et ils nous renvoient quelque chose. Pas de mémoire, rien associé. Il y a du cache, mais le cache, ça n'a rien à voir avec la mémoire. Donc, à chaque appel, ça se passe comme ça. Et du coup, comment est-ce qu'on fait pour donner de la mémoire au LLM? Eh bien, en fait, le LLM, c'est d'abord la mémoire de session, qui est la mémoire à court terme, donc ce qu'on lui donne, ce sur quoi elle va travailler, et de la mémoire à long terme. Et pourquoi c'est important la mémoire à long terme? En fait, la mémoire à long terme, ça va être simplement des markdowns qu'on va pouvoir relire et repasser par la suite au LLM. Et donc ça, c'est la base qui va nous permettre de faire en sorte que l'agent va pouvoir utiliser un nombre de fichiers pour pouvoir donner de la mémoire au LLM et pouvoir travailler avec. Qu'est-ce qu'il y a dans une context window? La session, donc la session va utiliser va en gros utiliser une context window dans laquelle elle va avoir différents éléments. Les éléments qui vont permettre au LLM de vous répondre ce que vous voulez, de vous donner des réponses et de vous aider à avancer. 1, il va y avoir des instructions système. 2, il va y avoir de la long-term memory qui concerne tout le projet. Donc ça, c'est les cloud.md et tous les agents.md que vous pouvez avoir. Plein d'outils, que ce soit des outils qui viennent avec Claude, comme par exemple la lecture de fichiers, l'écriture de fichiers, mais également des outils que vous voulez leur donner, des MCP, ce genre de choses-là, des RAG. Et ensuite, il y a toute l'historique de la conversation. Donc, à chaque fois que vous avancez et vous redemandez des trucs, il y a des instructions qui se passent, il y a des choses qui se passent, et lui va tout renvoyer à chaque fois. Donc, tout ce qui est message utilisateur, les assistants, les actions, les réponses, et ensuite, quelle est la question que vous allez poser, la question courante qui va se baser sur toute cette historique pour pouvoir vous donner une réponse. Et quel est le problème avec ça? Le problème avec ça, c'est qu'il y a une damnation des LLM qui est le pourrissement de contexte. Donc, quand on regarde comment un LLM fonctionne, c'est que plus on va utiliser du context window, eh bien, plus la qualité des réponses va se dégrader. Et ça, c'est dû à différentes choses. Les LLM vous regardent principalement ce qu'il y a au début et ce qu'il y a à la fin. Et en fait, plus on leur donne d'instructions, moins ils vont savoir où est-ce qu'ils vont pouvoir donner l'information nécessaire pour pouvoir répondre à votre question, à votre demande. Et du coup, a émergé cette appellation qui est, en fait, il y a 2 zones dans la context window. Il y a la smart zone, qui est la partie jusqu'à laquelle vous pouvez demander des choses au LLM et vous aurez des réponses de qualité maximale. Et il y a la dumb zone qui, après une certaine pourcentage de la context window, simplement, la qualité ne sera plus là ou elle sera bien moindre. Et en gros, le name of the game, comme on dit, le jeu consiste au fait qu'on a une contrainte qui est la context window. Alors, ce n'est pas les 200K que vous voyez dans tout ce qui est dit quand vous avez un LLM, vous dites il a une context window de 200K, par exemple. Non, il y a toujours une partie qui sera réservée à la fin à la réponse. Donc, en gros, vous avez 170K, et sachant que le plus vous utilisez le context window, le moins la réponse va être de qualité. Donc, comment est-ce que je fais en sorte de ne pas dépasser de ne pas entrer dans la dumb zone, sachant que c'est très très facile de très rapidement y être. Par exemple,
lorsque les MCP sont arrivés, on s'est dit, ah super, je vais utiliser plein de MCP. Alors, ça a deux inconvénients. De un, vous lui donnez tellement de choix que lui, il ne va pas savoir quoi choisir. Et de deux, rien que la déclaration des MCP, surtout les MCP avec plusieurs endpoints, eh ben, fait que ça remplit la context window et qu'on se termine très rapidement dans la DOM zone. Donc, quelle est la guideline pour savoir à partir de quel moment on va dans la DOM zone? Ben, ça va vraiment dépendre de la complexité de la tâche, mais grosso modo, on peut dire que quand on atteint 40 à 60% de la context window disponible, alors à ce moment, on va tomber dans la DOM zone. Et pour des raisons de facilité, il vaut mieux prendre cette ligne-là et travailler avec. Alors, le context engineering a été un concept qui a été introduit à la World's Fair, ça devait être en mai 2025, par Dexorty, donc qui a commencé à parler de ces éléments-là et des éléments que je viens de vous présenter. Et en fait, le context engineering, très simplement, c'est une manière très intelligente d'éviter d'être dans la DOM zone. Ensuite, il a parlé de harness engineering, qui est tout l'outillage qu'il y a autour de comment est-ce que je fais pour pouvoir avoir un bon context engineering et ne pas utiliser tout le contexte, de l'utiliser le moins possible et d'arriver dans la DOM zone. Et du coup, alors, là, je vais parler, du prompt engineering très rapidement. Le prompt engineering, c'était au départ, j'avais un chat GPT, et lui, je lui disais les prompts, et c'était la qualité du prompt qui allait définir la qualité de la réponse, un peu de ce qu'on a parlé au départ. Le context engineering, c'est de prendre tout le contexte et de vraiment empiler les choses qui vont bien faire pour pouvoir avoir la meilleure réponse possible. Et le harness, c'est en fait tous les outillages que vous allez avoir à disposition, que vous pouvez choisir pour composer ce contexte engineering, ce contexte, et pour pouvoir avoir la meilleure réponse possible. Donc, context engineering, harness. Et harness engineering, c'est la construction de tout ça. Donc, comment est-ce qu'on arrive à travailler sur des bases de code complexes? Alors, il y a l'approche en fait, de pas de context engineering du tout. Simplement, on a une session et puis on demande. Donc, on va remplir très rapidement le contexte jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. À ce moment, on recommence. Et du coup, on va rapidement approcher la fin et du coup être dans la DOM zone. La deuxième manière, un peu plus intelligente, c'est j'ai essayé de faire une chose d'une certaine manière, je me suis gouré, j'efface tout et je recommence. Donc, ça fait que je ne vais pas voir tous les historiques de comment je me suis planté, comment j'y arrive, mais quand même, je vais recommencer de zéro sans avoir beaucoup d'éléments que ce que je vais lui apporter. Un peu plus intelligent, c'est que quand j'arrive au bout de mon contexte ou quand j'arrive à un niveau de mon contexte qui n'est plus intéressant, je vais compacter. Je vais demander au LLM de dire compacte-moi l'historique de ce qui a été fait jusqu'à présent. Et du coup, je vais pouvoir repartir avec une nouvelle session, juste mettre cette partie-là qui va être une compression de ce qui s'est passé et je vais pouvoir commencer ma discussion, mon échange avec le LLM. Alors, qu'est-ce qu'on compacte? En fait, on compacte plus cette partie-là. Et on va compacter tout ce qui est j'ai cherché pour des fichiers, ma compréhension du flux de code, les éditions de fichiers, tout ce qui est test et les builds et les outputs de mes appels que j'ai eus, et les réponses de tous les outils. Parce qu'en fait, dans les outils, à chaque fois, on fait un appel et on a une réponse en JSON ou autre format. Le deuxième approche intelligente, c'est d'utiliser des sous-agents. Pourquoi? Quand on appelle un sous-agent, lui va commencer avec une context window qui est fraîche. Donc, il y a zéro chose dedans. Donc, on peut lui demander des choses très spécifiques. Et du coup, lui, il va faire tout son travail. Il va utiliser sa propre context window. Et quand il aura terminé, il va renvoyer une réponse. Et tout ce qui restera dans votre context window principal, c'est la réponse. Donc, vous n'aurez pas du tout utilisé du contexte pour faire tout ce travail-là. Et vous allez uniquement avoir le résultat, ce qui est du coup beaucoup plus petit que le contexte lui-même. Encore plus loin, et c'est là la base de l'approche qui a été utilisée par Dexorty, c'est de la compaction intentionnelle fréquente. Qu'est-ce que c'est? C'est en fait, on va construire tout un workflow autour du context management dans lequel on va faire une étape, on va compacter d'une manière qui est précise, d'une manière qui va permettre de sortir toute l'essence de ce qu'on a fait dans un fichier qui est petit et du coup qui va permettre de passer à l'autre étape. Donc, dans le process de Dexorty,
qui d'ailleurs a changé, là, il vient d'envoyer un mail hier, où j'ai pas eu le temps de changer le slide. Donc, dans sa première recherche dont il parlait, il y avait 3 phases. C'était une phase de recherche, une phase de planning et une phase d'implémentation, avec un seul but, toujours rester en dessous des 40% du contexte window, pour pouvoir avoir juste l'essence, la partie qui est où le LLM va travailler le mieux pour lui. À quoi ça ressemble? Premier, vous voyez, tout sur la gauche, c'est quand on continue à le faire. Voilà, je fais mon recherche, je fais mon plan, je fais mon implémentation et du coup, je remplis tout. Quand on fait la compaction intentionnelle fréquente, c'est je vais d'abord trouver des bugs, on n'essaie pas de comprendre comment est-ce qu'on va faire la chose, on essaie seulement de comprendre quel est le code qui est concerné par la chose qu'on veut faire. C'est une compression de la vérité de l'état du code actuel. Donc, il faut empêcher l'agent de créer des choses, et comme l'agent peut être très créatif, et en fait, dans le prompt pour faire cette recherche-là, on lui dit très clairement, reste complètement factuel, ne me renvoie que des choses que tu vois, n'interprète pas, ne fais pas de ces choses-là. Vous voyez ce diagramme-là? Alors, d'après vous, ça représente quoi? Sachant que le début, c'est le code, les fonctions, les noms de fonctions, les commentaires, la documentation. Ça, c'est la quantité de mensonges. Parce que plus on s'approche des docs, moins c'est près de la vérité. Donc, je suis sûr que vous avez aussi vu des commentaires qui disaient un truc et le code qui disait complètement différent. Et en fait, c'est ça l'approche de la recherche. La recherche, c'est je ne vais pas regarder les commentaires, je ne vais pas regarder les noms, je vais regarder le code et je vais essayer de comprendre le code. Et c'est dans le code que je vais chercher la vérité, que je vais mettre dans ma recherche et que je vais aussi te renvoyer. Le but est de garder des choses complètement objectives, on décourage les opinions, on évite tout ce qui est implémentation, c'est juste dis-moi où sont les choses, rien d'autre, et on compresse la vérité. Là, pour donner un exemple, vous voyez, il y a des choses qui sont très claires et factuelles, par exemple les noms des fichiers avec les lignes exactes où il y a les éléments qui sont concernés, avec un intitulé à chaque fois de dire pourquoi est-ce que ce code est concerné dans cette partie-là. La phase de plan. Donc, ça, c'est des étapes, c'est des étapes de développement qui sont exactes et précises, qui incluent tous les noms de fichiers, tous les snippets et qui parlent des tests, des étapes de test explicitement. Donc, c'est la compression de l'intention. Il y avait la compression de la vérité, là, c'est la compression de l'intention, sans le faire. Donc, on va mettre que des snippets, on ne doit pas mettre tout le code, parce que sinon on implémente, mais on met suffisamment d'informations pour que par la suite, on sache comment faire. Donc, on va prendre la recherche, on va prendre des éléments, des tickets, des bug reports qui vont peut-être aider à ça, et en créant le plan, on va avoir un plan qui va arriver à la fin. Et ensuite, on fait l'implémentation, qui est j'écris le code, et si jamais ça a été proprement planifié, alors l'implémentation doit être facile. Et le but est toujours de garder le contexte en dessous des 40%. Donc, est-ce que ça marche toujours? Non. La seule chose qu'il ne faut pas donner, outsourcer au LLM, c'est votre esprit critique et la réflexion. Donc, en fait, ça, là, ces moments où il y a les markdowns qui sortent, c'est là où, en fait, le développeur fait son boulot, son nouveau boulot, qui est de savoir est-ce que ce qu'il y a là-dedans est exact. Donc, comment est-ce que ça marche dans les buts que j'ai essayé de faire? Je vais dépasser un peu, je pense. Alors, on a regardé. Alors, est-ce que ça marche avec le brownfield? Est-ce que ça marche avec les bases de code complexes? Est-ce que ça ne génère pas trop de boue? Et comment est-ce que je fais avec les pull requests? Donc, le retour d'expérience de Dexerty, c'était dans deux exemples principaux. Le premier, c'est qu'il a pris une base de code, 300 000 lignes de code qu'il ne connaissait pas. Il a fait un fixe et ensuite, il a passé ce fixe en PR. Et en fait, ce qui s'est passé, il a fait ça en direct durant une présentation. Et en fait, son collègue qui était le CTO de cette code-là, le matin même, avait validé l'APR sans savoir que c'était une expérience, pour dire que la qualité du code était vraiment, vraiment, vraiment bonne. Donc, je ne sais pas vous, mais moi, ça me fait dire que c'est pas du bullshit, quoi. Il y a vraiment un truc qui se passe. Donc, oui, ça marche bien sur du code legacy, et oui, j'arrive à ne pas gérer que de la boue.
ils sont allés encore plus loin, fort de cette expérience-là, ils sont allés encore plus loin. Et en fait, en 7 heures, alors du coup, à deux, lui et cette personne-là, ils ont réussi à faire 2 features, chacune qui avait 35 000 lignes de code. Et le CTO, qui quand même sait de quoi il parle, avait estimé qu'en 7 heures, ils avaient fait 2 fois une feature qui faisait 3 à 5 jours de travail. Donc 7 heures, 2 semaines de travail. Entre un peu plus d'une semaine et 2 semaines de travail. Du coup, c'était une confirmation que, bah oui, ça marche aussi sur des bases de code complexes. Et là, on voit un peu les deltas de code qu'ils ont fait tous les deux. Donc, je me suis trompé, c'était pas, c'était 35 000 lignes de code en tout. Donc, est-ce qu'on a réussi à faire, à atteindre notre but? Bah oui, pour ce qui est du brand field, oui, pour les bases de code complexes, et non, et oui, pour ce qui est le pas debout. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec les revues de PR? Alors, l'expérience, le retour d'expérience de Dexorti, ça a été que, bah, au départ, Claude Code, bah, il a généré n'importe quoi. Comme vous avez eu l'expérience, comme on en a parlé, ça génère n'importe quoi. Finalement, ils ont réussi à faire un peu de harness engineering, et puis ils ont réussi à faire un truc de qualité, ce qui voulait dire qu'ils arrivaient à déployer 3 fois plus de code de qualité qu'avant. Et là, le tech lead ne pouvait pas relire autant de lignes de code. Donc, il n'y avait pas le choix que de changer profondément leur manière de travailler. Donc, déjà, on pense, ça sert à quoi les revues de code? Les revues de code, en fait, et là, c'était Blake Smith qui a fait cet article qui est assez connu sur les revues de code. En fait, c'est principalement et d'abord pour aligner les modèles mentaux dans l'équipe. Alors après, oui, il faut corriger il faut être sûr que c'est la bonne solution, il faut que les discussions design, mais d'abord, c'est pour aligner les modèles mentaux. Donc, en fait, quand on regarde, c'est quoi le but d'une pull request? C'est quoi le but d'une revue? C'est en fait d'être sûr qu'on s'est bien compris sur ce qu'on veut faire et qu'en fait, on est tous sur la même barque et qu'on va vers la même direction. Et si on prend cet élément-là, comment est-ce qu'on fait pour maintenir un alignement mental avec tout le monde? Eh bien, donc lire des milliers de lignes de code, ça, c'est pas possible. Par contre, de lire des 300 lignes de plan d'implémentation, ça, c'est possible. Donc, le travail revient en fait à faire en sorte que les 300 lignes de code vont générer du code de qualité. Le plus proche possible, ça ne veut pas dire qu'on ne regarde plus le code, mais ça va gérer du code qui est de plus en plus de qualité. Et du coup, si les plannings sont bons, alors, on a c'est plus facile de valider la pull request. Donc, le but, c'est de trouver les problèmes tôt et de maintenir une compréhension du système. Donc, ça ne veut pas dire qu'on ne regarde pas. Ça ne veut pas dire qu'on ne regarde pas le code. Ça veut dire que principalement, ce sont les ingénieurs qui vont regarder le code, les ingénieurs qui ont quand même une connaissance de code et de comment le faire. Et ils vont être sûrs qu'on s'est bien compris sur ce qu'il fallait faire. Et on a maintenant un harness qui nous permet de savoir qu'on va avoir du code de qualité et la qualité a été vérifiée. Donc, il n'y a pas besoin de faire 36 000 vérifications. Il y a suffisamment de safeguards pour pouvoir avancer sur ce truc-là. Donc, le but, c'est d'avoir, comment on dit leverage, c'est du levier. C'est l'effet de levier. Et donc, on veut une grande confidence que le modèle va faire la bonne chose. Donc, les checkbox, ce n'est pas assez. Ce qu'il faut, c'est que je ne sais même plus ce que j'avais. Checkbox ne pas assez. Et maintenant, donc c'est la compression d'intention et le fait qu'on a une exécution qui est reliable, fiable. Merci. Donc, juste pour reprendre sur le leverage. En fait, quand vous faites une revue, ben, une ligne de code qui n'est pas bonne, c'est une ligne de code qui n'est pas bonne. Par contre, quand on regarde un plan, une partie dans le plan qui n'est pas bonne, c'est une centaine de lignes de code qui foirent. Et si on va dans la recherche, si jamais ma recherche est fausse, en fait, ben, mon plan va être faux et du coup, ben, mes lignes de code vont être de plus en plus fausses. Donc, le but du jeu, c'est de créer un harness autour du context engineering avec le harness engineering qui permette de remonter l'endroit où vous allez pouvoir donner de la qualité, faire des revues de qualité. Et donc, de baisser la quantité en fait, de concentrer le travail sur les éléments qui sont de plus haut, qui ont plus haut effet de levier, mais d'avoir un harness qui vous permette d'avoir de la qualité. Et le harness, c'est pas, en fait, c'est le Graal et c'est la chose sur laquelle il faut se concentrer.
en utilisant en plus des approches d'étape par étape. Et surtout, rappelez-vous, il ne faut pas outsourcer la réflexion aux LLM et aux agents. Ça, c'est le boulot, c'est le nouveau boulot des développeurs. Et c'est là où, en fait, quand on dit que le métier du développeur va changer, de moins en moins, on va avoir passé du temps à faire du code. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas savoir comment coder. Là, justement, le commentaire était absolument bon. Non, ça ne veut pas dire qu'on arrête de savoir coder. Il y a des choses quand même qu'on doit pouvoir vérifier. Rien que pour faire le harness et vérifier que le harness ou le faire évoluer, ben, il faut comprendre comment est-ce qu'on peut faire du bon code. Même si faire du bon code, ce sera peut-être pas la même manière que quand on faisait avec le craftsmanship, parce qu'on a maintenant des outils qui permettent d'enlever des contraintes qu'on avait avant, parce qu'on faisait le code nous-mêmes, où ces contraintes ont changé, disparaissent, et du coup, utiliser les agents de code pour pouvoir compenser pour les anciennes contraintes qui étaient là. Donc, vous devez lire le plan. Dernière chose, donc, comment est-ce que je fais en fait pour apprendre ces choses-là? Ce que disait Dexorty, ce que moi, dans mon expérience, ce que je trouve est valide, c'est en fait, quand les modèles sortent, ceux qui les ont créés ne savent même pas quelles sont leurs compétences, qu'est-ce qu'ils sont capables de faire et comment est-ce qu'ils marchent exactement. La seule manière de faire, c'est de l'expérimentation. Il n'y a pas un document, il n'y a pas. Rappelez-vous, hein, c'est pas de, c'est pas de l'exact, c'est pas déterministe. Voilà, c'est pas déterministe, contrairement au code. Donc, et en plus de ça, un modèle ne va pas réagir de la même manière qu'un autre modèle. Donc, surtout quand on apprend, essayez pas de faire un min-max de toutes les choses. Ah, ben, celui-là, cet outil-là, on va prendre Codex pour ça, puis on va prendre Gemini ici et là, et puis on va prendre Cocode. Vous êtes en train d'apprendre quelque chose qui est absolument nouveau, qui bouge tous les jours. Limitez le nombre de choses qui changent. Gardez un outil. Aujourd'hui, c'est vrai que Claude Code est plutôt le meilleur outil qu'il y a. Moi, j'ai utilisé celui-là parce qu'en plus, il y a plein de retours d'expérience. Et en fait, on essaye, on apprend, on fait des retours d'expérience et on apprend. Et ça permet de monter en compétence par rapport à comment est-ce qu'un contexte marche, qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas quand on a un harness, si j'ai ce skills-là et si j'ai ces sous-agents-là, est-ce que ça marche, si ça ne marche pas. Et pour développer une intuition par rapport aux agents. Donc, il ne faut surtout pas ne penser que c'est une transition facile. C'est l'une des transitions les plus difficiles qu'il va y avoir dans le monde du développement parce que ça chamboule complètement, même, j'ai certains développeurs sur dev.ai, on a eu une discussion sur Dev with AI, on a eu une discussion sur, en fait, moi en tant que développeur, j'étais celui qui développait. Maintenant, je développe en faisant un prompt la veille et puis le lendemain, je récolte ce qu'il y a. Et en fait, c'est quoi? Je suis plus celui que je pensais. Le boulot n'est plus celui que moi, j'avais signé à faire. Donc, c'est un changement radical dans le métier, dans ce qu'on produit nous en tant qu'être humain. Donc, c'est du vrai engineering. C'est pas du craftsmanship au niveau du code, c'est de l'engineering et du craftsmanship au niveau du harness et au niveau de la manière de piloter les agents. Et on va de plus en plus aller vers ça. On augmente, c'est comme avant, on faisait de l'assembleur et après on avait des langages comme le Fortran ou autre. Maintenant, on avait du code et puis on va finir par piloter en fait des agents. On n'y est pas encore, hein, mais ça va arriver, ça c'est sûr. Donc, il disait que ça avait complètement changé la manière dont ils ont communiqué, dont ils faisaient leurs revues. Ils ont pris 8 semaines pour pouvoir changer leur manière de travailler et c'était très, très dur. Et là, on parle de gens qui veulent le faire, qui le font et qui sont de bons ingénieurs dans des petites équipes. Alors, vous imaginez dans des grandes entreprises, hein, et des gens qui vont résister, qui ne veulent pas. Par contre, ils disent, maintenant qu'on y est, jamais on retournera en arrière. Donc là, c'est un slide sur le changement du rôle et du métier de développeur. Qu'est-ce qu'il faut regarder par la suite? Il y a de plus en plus de gens qui disent que les agents de code, ça va être une commodité et que finalement, au bout d'un moment, ils seront suffisamment performants pour dire que c'est pas ça qui compte en fait, c'est l'outil et le harness qui va piloter le LLM. Le LLM et les agents de code. Donc, la plus grosse difficulté, ça va être le changement du workflow et du manière de travailler des équipes, surtout dans des contextes organisationnels. Et je ne parle même pas du fait qu'il y a les limites, les frontières entre les développeurs et les PO qui bougent. Il y a des PO qui développent et il y a des développeurs qui vont faire plus de PO. Moi, maintenant, quand j'ai besoin d'une spec, quand j'ai besoin de clarifier ce que je veux faire,
Je demande à l'agent, crée-moi une spec pour ça. Et puis il me fait un truc que moi j'aurais jamais pu faire. Alors, faut faire attention, il y a beaucoup trop enfin, le LLM et l'agent, il a la facilité de générer une tonne de code, et du coup, en tête de cognitive overload, c'est juste la mort. Ça aussi, c'est un truc sur lequel il faut travailler. Et si vous n'y arrivez pas, you're host, c'est-à-dire que quelqu'un d'autre y arrivera à votre place et puis vous êtes mort. Bon, là, on parle de growing riff entre les jeunes ingénieurs et ceux qui savent quoi faire. Donc, les jeunes ingénieurs vont générer plein de trucs, et les seniors, ils vont devoir corriger tout ça. Et le problème, c'est que ça veut dire que les jeunes ingénieurs adorent ça parce qu'ils produisent des trucs, mais les seniors qui ont une manière de travailler et qui en plus veulent des trucs qui vont en prod et ont plus le recul pour ces choses-là, ils vont trouver ça de plus en plus difficile. Donc, il va falloir gérer le rift qu'il y a entre les deux. Voilà. Donc, how to go with it, il faut un buy-in. C'est un changement culturel profond. Il faut un buy-in. Et prenez un outil et faites plein de répétitions. Voilà. Merci. Désolé. J'espère faire ces talks futurs, parce que je me suis lancé là-dessus, et puis mais ouais. Alors, on est des questions. Ouais, on est un petit peu short en temps. On va prendre une question. Ouais. Non, parce que pour le stream. Ah, pardon. Donc ça, vous l'avez expérimenté sur quelle technologie et sur quel périmètre fonctionnel? Alors moi, je suis du Python et du coup du Claude Code, parce que le retour d'expérience, et puis en plus ils ont créé des skis, ils ont créé des sous-agents, ils sont en avance par rapport à ça. Donc j'ai bossé là-dessus et du Python, et puis et le périmètre fonctionnel, des bases de code que moi j'avais développé des trucs un peu gros il y a 5 ans que j'avais oublié. J'ai pris Claude Code, j'ai refait des trucs, il a tout compris, quoi. Donc oui. Et le fonctionnel, ça faisait quoi? C'est dans la banque, dans l'assurance, dans les telcos le fonctionnel, c'est du Home Assistant. D'accord. Qui est en gros un truc assez gros quand même. Et après, alors c'est pas une question, alors je vais me faire huer, je pense, par des gens qui sont là, mais finalement, on parle de plus en plus de qualité de code, mais est-ce que c'est encore un sujet? Parce que finalement, moi, la qualité de code, il y a 4 sujets qui m'intéressent. C'est faut que ça fasse fonctionnellement ce que ça doit faire. Donc, en général, vous faites des tests fonctionnels. Si ça fait le boulot, c'est bon. Oui, c'est pas de la qualité de code, c'est la qualité fonctionnelle. Non, mais il y a la perf. Ça, c'est assez facile. Il y a la sécurité. Après, le reste, la maintenabilité. À partir du moment où on est capable d'en produire beaucoup avec un truc qui va très vite, à la limite, je prends, je jette. Enfin, alors je sais que ça, c'est un peu provocateur. Non, mais c'est là où j'ai prévenu ma famille que j'étais là, donc. Non, mais c'est là où je dis que en fait, les besoins de craftsmanship vont évoluer. Donc, par contre, là où il y a les agents de code ont l'habitude de rarement factorer le code. Donc, je ne sais pas si vous avez vu, mais parfois vous avez plusieurs parties fonctionnelles, et il va recopier du code qu'il a fait 3 fois, et du coup, ça, au bout d'un moment, c'est pas gérable. Même par LLM, on va multiplier la quantité de choses qu'il va faire. Oui, mais le problème, c'est que à un moment donné, il va changer une partie du code et il va laisser un bug sur une autre partie. Donc, il y a un équilibre à trouver entre et ces parties-là, c'est là où, en faisant attention aux skills, en lui disant bien ce qu'on veut faire et ce qu'on ne peut pas faire, et même c'est le skills de dire quand tu fais une interface, tu fais du Vue.js, ou tu fais un autre truc, tu lui demandes, mais tu le fais de telle manière. Moi, il me faisait des tests. Les tests, en fait, il retestait la librairie que mon code appelait. Donc, il faut lui dire, non, mais tu fais attention, quand tu fais des tests, ne reteste pas la librairie qu'on a utilisée juste au-dessus. Donc, et c'est tout dans les détails. Parce qu'il y a tellement de choses complètement implicites, je m'arrête là. Il y a tellement de choses complètement implicites qu'il faut expliciter, que c'est que dans l'expérience qu'on va y arriver. Voilà. Merci Manuel. Merci.